Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui le docteur Carole Maître, gynécologue et médecin du sport à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, où elle assure le suivi gynécologique des sportifs de haut niveau des équipes de France. Dans cet épisode, nous allons discuter du trouble du cycle, une pathologie courante chez les sportifs de haut niveau. Bonjour, docteur Maître. Aujourd'hui, on se rencontre pour parler troubles du cycle chez la sportive de haut niveau. On sait que ça touche une grande partie des sportifs qui s'entraînent de manière intensive. À quoi sont liés les troubles du cycle chez la sportive de haut niveau ? C'est relativement simple en fait. Les troubles du cycle de la sportive de haut niveau sont liés au déficit énergétique relatif au sport. Ce déficit va entraîner un ralentissement de tout l'axe entre l'hypothalamus, l'hypophyse et l'ovaire. Cela modifie la pulsatilité des sécrétions de GnRH et des gonadostimulines et donc modifie la régularité du cycle. Bien sûr, à l'origine donc, des troubles du cycle et de ce déficit énergétique, il y a une dépense énergétique qui est beaucoup plus importante qu'elle ne peut être compensée par les apports nutritionnels chez une sportive de haut niveau. Donc, on va parler de disponibilité énergétique insuffisante, qui est la différence entre l'apport nutritionnel et la dépense énergétique liée au sport. Il a été établi un seuil minimal de disponibilité énergétique pour que l'axe hypothalamo-hypophysaire ovarien fonctionne. Il a été établi environ à 30 kilocalories par jour et par kilo de masse maigre. On ne le mesure pas comme ça en pratique courante. Je ne le calcule pas en consultation. Et le meilleur indicateur de cette disponibilité, c'est la mesure de pourcentage de masse grasse. Alors, on le mesure par différentes méthodes. On peut le mesurer par la méthode des plis cutanés ou par absorptiométrie par la DEXA. Alors, il est sûr que quand il y a une masse grasse très faible, on va dire globalement inférieure à 17%, il y a potentiellement des troubles du cycle, mais c'est variable avec chacune. On a une valeur seuil de masse grasse qui est nécessaire pour l'établissement des cycles réguliers qui correspond à chacune. Par contre, je dirais juste 2 mots. On parle souvent d'indice de masse corporelle, mais ce n'est pas une bonne appréciation chez les sportifs de haut niveau pour la masse grasse, car ça ne reflète pas la composition corporelle. Et on a des IMC tout à fait corrects parce qu'il y a un capital musculaire important. Mais comment on passe du déficit énergétique au trouble du cycle ? Quel est le messager ? Comment cela fonctionne ? En fait, il y a une hormone qui vient agir comme un messager du déficit énergétique. C'est bien connu, c'est la leptine. Et cette leptine est une hormone qui est sécrétée par la cellule adipeuse. Alors, on a un capital de cellules adipeuses qui est connu et qui est établi à la puberté. Mais là, la cellule adipeuse va être un petit peu rabougrie, on va dire, plus petite. Et donc, la leptine, elle va être effondrée chez les patientes sportives de haut niveau qui ont des troubles du cycle. Parce que c'est une hormone qui a des récepteurs à tous les niveaux, en fait, qui interagissent au niveau de l'axe de la reproduction. Il y a des récepteurs à la leptine au niveau de l'hypothalamus, sur les neuropeptides Y, au niveau de l'hypophyse et même au niveau de l'ovaire. Donc, en cas de déficit énergétique, on a une leptine avec un taux plasmatique effondré. Et son cycle nictéméral de sécrétion est complètement aboli chez les sportives en aménorrhée. Alors, bien sûr, ce déficit énergétique, j'ai dit qu'il est variable pour chacun. Et donc, on va avoir des troubles du cycle qui peuvent aller d'un simple retard répété des règles, donc de cycles particulièrement longs. Il peut s'agir de spanioménorrhée, voire d'une aménorrhée. Des paramètres biologiques vont être perturbés. Ils témoigneront d'un mécanisme d'épargne énergétique parce que l'organisme, en manque de disponibilité énergétique, va essayer d'épargner tout ce qu'il peut. Donc, il va mettre au repos l'axe de la reproduction. Il y aura une baisse de la T3, de l'IGF-1 et une augmentation du cortisol. Alors, bien sûr, on n'est pas toujours dans un tableau cataclysmique de triade de la sportive. On peut avoir un déficit modéré temporaire ou plus important chronique.
on peut avoir ou pas des troubles des conduites alimentaires. On va considérer que le seuil de 4 cycles par an est un facteur de risque de la triade de la sportive. Cette triade de la sportive, qui est connue depuis quelques années déjà, associe l'aménorrhée de la sportive de haut niveau à un déficit énergétique très important et qui est responsable également d'ostéoporose. Donc ce triptyque de symptômes, aménorrhée, déficit énergétique et ostéoporose, c'est vraiment là où on veut éviter d'être. Donc, on peut expliquer ce déficit énergétique de 3 façons. On a une augmentation importante de la dépense énergétique sans son adaptation nutritionnelle adéquate. Par exemple, un stage intensif, une période de pré-compétition, mais parfois, c'est une restriction calorique volontaire pour rester dans sa catégorie de poids. Ou autrement, c'est une recherche de performance en limitant la masse grasse de façon excessive. Dans tous les cas, donc, on a cette origine, si vous voulez, c'est ce déficit énergétique, relatif au sport, relatif à la dépense énergétique, parce qu'une sportive de haut niveau, c'est 4 heures d'entraînement par jour, plus les matchs le week-end, ou les compétitions, donc des périodes plus intenses qui se succèdent les unes après les autres. Donc, on a forcément une dépense énergétique bien supérieure à ce qu'on a dans le sport de loisir. D'accord. Et alors, quels sont les sports qui sont les plus touchés ? Alors, comme j'ai parlé des mécanismes de survenue, eh bien, on comprend bien que ce sont les sports d'endurance où le poids, là, est vécu finalement comme un facteur qui va limiter la performance. Alors, on a différentes spécialités en athlétisme où on va plus retrouver ces troubles du cycle. Et c'est toutes celles qui font de la course à pied longue distance, les marathoniennes. Il y a également les triathlètes, le cyclisme sur route, mais c'est également les sports à catégorie de poids. Et là, vraiment, pour rester dans sa catégorie de poids, on a parfois des régimes un petit peu excessifs, très certainement, des méthodes d'hypersudation pour perdre du poids et parfois sur un temps très court, mais fait de façon répétée, eh bien, cela induit des troubles du cycle. Alors, ça peut être le judo, le karaté, la boxe, la lutte, le taekwondo, l'haltérophilie et l'aviron qui est également un sport à catégorie de poids. Et puis, enfin, et c'est peut-être les plus connus, c'est les sports dits esthétiques où la minceur est recherchée pour la performance. Alors, ça peut être la natation synchronisée, le patinage, la gymnastique et en particulier la gymnastique, car c'est très souvent un sport à début prépubertaire qui vient entraîner une aménorrhée primaire avec un retard donc d'arrivée des premières règles. D'accord. Et est-ce que du coup, vous pouvez nous expliquer comment on prend en charge ces sportifs de haut niveau avec des troubles du cycle ? Alors, bien sûr, en premier lieu, on fera un bilan. Finalement, on fera un bilan pour comprendre, pour rechercher s'il n'y a pas une cause organique. Un bilan pour la recherche d'un problème thyroïdien, d'une hyperprolactinémie, ce n'est pas exclu non plus. On peut être sportif de haut niveau et avoir un adénome à prolactine. Donc, il y aura le bilan d'une aménorrhée pour être certain qu'il s'agit bien d'une aménorrhée fonctionnelle. Donc, bien sûr, ce bilan, en dehors de ce que je viens de dire, ça comprend la FSH, la LH, le stradiolémie, que l'on trouve effondré à des taux vraiment de femmes ménopausiques. Et bien sûr, éventuellement, on peut ajouter les androgènes en cas d'hyperandrogénie clinique, leur demande n'est pas systématique. Et puis, si son aménorrhée est de longue durée, un bilan phosphocalcique et de vitamine D, parce qu'elle a peut-être été adressée déjà pour fracture de fatigue. Donc, en dehors de il y a ce bilan. Et puis, la prise en charge thérapeutique en elle-même, elle est multiple. Il y a l'équilibre nutritionnel qui est essentiel et irremplaçable.
il y a un équilibre donc entre les protéines, les glucides et les lipides à respecter. Et nous faisons appel à une nutritionniste ou une diététicienne du sport. Un traitement hormonal substitutif a toute sa place dans la prise en charge des troubles du cycle de la sportive quand il s'agit d'une aménorrhée. Alors, bien sûr, j'en ai parlé, il sera mis en place après bilan hormonal et bien sûr si le test au progestatif est négatif, ce qui montre bien qu'il y a un effondrement des œstrogènes et qu'il faut compenser pour en limiter les conséquences. Les conséquences de l'aménorrhée, elles sont sur l'os, elles sont aussi sur le métabolisme énergétique puisque on a une action des œstrogènes qui aident à stocker le glucose sous forme de glycogène au niveau musculaire. Donc, il y a très, très souvent plus de fatigabilité et de moins bons résultats chez les filles en aménorrhée par rapport à des sportifs de haut niveau qui ont des cycles réguliers. Donc, on est contre-performant, en fait, à laisser une aménorrhée s'installer, en particulier si c'est une aménorrhée prolongée. L'autre risque à éviter par la prise en charge, c'est bien sûr tout le retentissement sur le métabolisme osseux, avec déjà une ostéopénie, une diminution de la minéralisation osseuse, et puis bien sûr, voire une ostéoporose dans le cadre de la triade. Une partie de cette ostéopénie, voire de l'ostéoporose, n'est pas récupérable. Donc, chez des jeunes femmes jeunes, sportives, c'est vraiment le stade que nous devons éviter. Donc, quand vous parlez traitement hormonosubstitutif, vous voulez dire la pilule œstroprogestative ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Il s'agit là de traitements hormonaux à type d'estradiol, plus un progestatif comme une rétroprogestérone, pour ne pas citer de marque. Donc, un traitement hormonal substitutif, parce qu'il a fait la preuve de son efficacité sur la prévention de l'ostéoporose. Et elle va rétablir, si vous voulez, un niveau d'œstradiol qui sera bénéfique à son métabolisme énergétique, à la prévention d'une athérosclérose qui pourrait se développer à bas bruit du fait d'une hypoœstrogénie prolongée. Et puis, on a aussi tous les inconvénients au niveau de l'hypoœstrogénie, aussi au niveau des muqueuses gynécologiques. Donc, non, c'est vraiment un traitement hormonal substitutif qu'on fait très souvent à demi-dose au début, parce que quand on a été privé longtemps de l'œstrogène, on a tendance à mal tolérer un traitement hormonal substitutif à dose comme il est prescrit dans un traitement de femmes de plus de 50 ans, donc de femmes ménopausées. Mais ce sont ces hormones qui nous sont utiles pour compenser l'absence ou la chute des œstrogènes et de la progestérone. De ce fait, est-ce qu'il y a une place à la contraception œstroprogestative, par exemple, dans les troubles du cycle ? Moi, je pense sincèrement qu'il n'y a pas de place dans la prise en charge de troubles du cycle. On ne traite pas un trouble du cycle en mettant le cycle au repos. Là, on essaye de soutenir en fait le cycle qui n'existe pas, qui est mis au repos, qui est très ralenti. On essaye de se substituer en donnant les hormones, l'œstradiol et la progestérone, en traitement rarement séquentiel, parce que la sportive préfère finalement ne pas avoir ses règles, donc on donne des traitements en continu du 1er au 25 du mois. Mais la contraception a une place s'il y a besoin de contraception. Alors, il arrive bien sûr qu'on ait une sportive de haut niveau en absence de règles et qui vient vous voir pour un besoin de contraception. Bon, là déjà, il faudra éliminer, même si elle est habituée aux absences de règles, il faudra toujours éliminer une grossesse. Mais là, s'il y a besoin de contraception, on va donner une contraception hormonale de son choix, qu'on va choisir avec elle, en l'absence de contre-indication, bien sûr. Mais la préférence va peut-être aller à une contraception œstroprogestative à 30 microgrammes d'éthényl-estradiol
Pour quelle raison? Eh bien, pour éviter les spottings de l'atrophie de l'endomètre, parce qu'elle a un taux endogène de stradiol très bas. Et si on lui donne une pilule très légère, à 20 microgrammes d'éthényl-estradiol, on a toutes les chances de la voir revenir très vite avec des spottings. Donc, on va essayer de donner un dosage suffisant, d'autant qu'elle a des antécédents d'aménorrhée prolongée. Merci beaucoup, Dr Maître. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Donc, il est important d'éviter de banaliser ces troubles du cycle de la sportive de haut niveau, qu'il s'agisse d'aménorrhée ou de spanioménorrhée. On retiendra bien sûr que 4 cycles par an, c'est insuffisant pour assurer le métabolisme osseux et qu'il faut absolument éviter de les voir en consultation après fracture de fatigue, et ça en arrive encore trop souvent. Un grand merci. Merci au Dr Maître de nous avoir accordé de son temps et à Léa Descourvillières pour cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.